On a l'honneur ce soir d'avoir 3 intervenantes de renom, si je peux me permettre, sur la thématique de leader au féminin. Pardon, je suis un peu stressée, ça va passer. La réalité des femmes cadres dans l'industrie de la musique. Donc tout d'abord, au fond, nous avons ici Pascale Tumrel, Pauline Chaumont et Narges Bahar. Donc je vais commencer avant de vous introduire. Donc comme vous l'avez peut-être lu dans notre invitation, nous sommes un groupe de 5 étudiantes en dernière année de master en industrie musicale. Proche de la professionnalisation dans le monde de la musique, la question de genre dans le monde du travail, facteur de nombreuses inégalités, nous a paru être une thématique très intéressante. D'ailleurs, selon l'INSEE, en 2024, à temps de travail égal, les femmes gagnent 16% de moins que les hommes, ce qui est assez considérable. Plus précisément, selon aussi les types de métiers, que ce soit dans le live, la programmation, la communication, ainsi que dans les genres de musique, les discriminations ne sont pas égales. Pour faire face notamment à ces inégalités, il existe des organismes tels que le MEWEM, dont on parlera plus tard dans la table ronde, ainsi que des initiatives d'entreprises, dont on parlera aussi après, qui participent au changement et à l'inclusion des femmes. Et nous traitons du coup de ce point dans cette table ronde. Alors aujourd'hui, nous avons choisi de travailler plus précisément sur la place des femmes cadres dans l'industrie de la musique et nous tenterons de mettre en lumière les mécanismes sociaux existants freinant l'insertion des femmes dans les métiers cadres de l'industrie. Nous nous poserons comme question, quelle est la réalité des femmes cadres dans l'industrie de la musique ? Alors, comment se déroulera cette table ronde ? D'abord, nous dialogueront toutes les 3 et ensuite vous aurez l'occasion d'échanger et de rebondir sur les différentes thématiques abordées et enfin, vous l'avez vu derrière moi, nous finirons par un petit café. Donc je vous remercie encore d'être venus, c'est vraiment très chouette, nous avons de la chance. Donc je vais commencer par Pascale. Pascale Tumrel est une ex-directrice de responsabilité sociale des entreprises du groupe Vivendi. Elle est considérée comme une pionnière de la RSE, du secteur des médias et des industries culturelles. Elle est notamment distinguée par The Economist en 2015. En 2018, elle fonde Respetica, je dis bien. Très bien. Un cabinet de conseil en création de valeurs durables qui accompagne des entreprises dans leur démarche de responsabilité sociétale. Elle enseigne à l'ESCP, Business School et à Sciences Politiques. Elle est aussi autrice. Son livre Réchauffement des esprits est publié notamment par Actes Sud. Ensuite, nous avons juste ici Narges Bahar. Peut-être tu veux rajouter quelque chose ? Non. Ça va ? Narges Bahar, juste à côté de moi, est journaliste de formation. Elle débute sa carrière chez Trace en tant que reporter, puis devient rédactrice en chef en charge des contenus éditoriaux du groupe. Après un passage chez MTV, elle rejoint Move comme reporter et chroniqueuse de l'émission Good Morning Sefran, avant d'animer Newcomers, autant pour moi, une émission web dédiée à la découverte des nouveaux talents du rap francophone. En 2018, elle participe au lancement de Deezer, ça se dit MENA, oui. en tant que consultante, puis intègre Deezer France comme responsable éditorial rap et R&B. Narges Bahar s'impose rapidement comme... Je dis pas bien ? Si, tout à fait. Non, c'est parfait. Oui, c'est le s'impose, ouais. Tu dis. S'impose. Eh bien, je le redis. S'impose rapidement comme le premier soutien des artistes indépendants, collabore avec les labels et propose du media training avec Aya Nakamura notamment. Depuis 2020, elle anime Jour de sortie, un format éditorial de Deezer où elle reçoit des artistes comme Orelsan ou Ninho. Son engagement pour les scènes musicales africaines et son expertise en font une figure clé de l'industrie musicale. Il y a peut-être quelque chose à rajouter ? Absolument rien, c'était parfait, merci beaucoup. Et enfin, Pauline Chaumont, au centre, a tracé un parcours professionnel riche et éclectique, naviguant entre stratégie marketing, distribution digitale et programmation événementielle. Après des études en management de la culture, puis un master 2 manager marketing stratégie option digitale, effectué à l'ISEFAC, elle débute sa carrière dans la SMAC Le Silex à Auxerre. Dans Lyon, en tant qu'assistante chargée de mécénat et de partenariat. Elle rejoint ensuite le service marketing de la major Warner en 2013, avant d'intégrer celui d'Universal en 2014. Son parcours l'emmène également au Canada, où elle dirige la distribution digitale chez Musiscore, puis développe
les projets Sony Music France et internationaux pour les territoires canadiens. Depuis son retour en France, elle incarne l'âme des grands événements musicaux en tant que responsable de la programmation concert au Stade de France. Nous allons donc commencer cette table ronde avec un premier volet qui nous semblait important de communiquer, le volet expérience professionnelle. Alors, je vais introduire, après je vous laisse parler. En 2023, le CNM a publié une étude faisant l'état des lieux de la présence des femmes dans la filière musicale. Et selon celle-ci, en 2019, au sein des différentes structures qui œuvrent à la création et à la diffusion de la musique, la place des femmes diminue au fur et à mesure que la hiérarchie s'élève jusqu'au plus haut poste de la direction. Je vais vous poser une question. Dans quelle mesure pensez-vous que votre genre impacte ou a impacté la construction de votre carrière professionnelle ? C'est peut-être un peu lourd. Je sais pas si... c'est une... Ouais, elle est dure. Ça commence bien. Je vais y aller puisque je sens qu'on me regarde. En fait, pour ma part, je dirais que dans les premières années de ma carrière, j'étais plus occupée à essayer de trouver ma voie et occupée à essayer de me sentir légitime. Bon, c'est un syndrome qui m'a suivie pendant très longtemps et que je pense beaucoup de femmes ressentent durant leur expérience professionnelle. D'ailleurs, merci aux hommes qui sont là parce que généralement, en fait, ces sujets autour de l'inclusivité, ça ne semble pas trop les préoccuper. Et donc voilà, moi, c'est plutôt arrivé, je dirais, une fois que je me suis sentie assez en confiance et que j'ai regardé un peu derrière moi et que je me suis dit, oh, finalement, tout ce que tu as fait, c'est pas si mal que ça. Et que j'ai ressenti le besoin de me dire, je peux aller plus loin. Et à partir de là, en fait, j'ai constaté que jusqu'ici, déjà, ça avait été très difficile à bien des niveaux de passer l'étape supérieure et que souvent, je dis pas que j'arrive pas au même endroit, mais qu'il va me falloir plus de temps que mes homologues masculins. Et dans mon cas tout particulier, il y a cette question qui est assez cruciale et centrale dans l'exercice de ma profession, qui est l'expertise et l'autorité, parce que je fais de la curation musicale et que je fais valoir une expérience. Et encore aujourd'hui, après 20 ans d'exercice professionnel, je sens que sur un genre qui est le rap, qui est la dominante que je travaille aujourd'hui, mon autorité, elle va pas être entendue de la même façon que mes homologues masculins. En revanche, comme en tant que femme, j'ai dû développer, on va dire, de multiples casquettes pour pouvoir être entendue comme il se doit. Du coup, je me suis positionnée en tant qu'experte sur plein de genres que j'ai travaillé en plus du rap pour pouvoir exister et puis pérenniser aussi mon activité. Je me rends compte vraiment... encore une fois plus aujourd'hui, que ce sera toujours plus entendu que je puisse parler d'autres musiques considérées comme féminines que de rap. Et ça reste quand même assez ambivalent dans le sens où moi, aujourd'hui, je suis la curatrice de l'un des genres numéro 1 en France pour l'une des plus grandes plateformes de streaming en France aussi, mais que mon autorité, elle ne va pas être entendue comme mes homologues masculins. Voilà. Et toi, Pauline, au Stade de France, j'imagine, peut-être je me trompe, mais il n'y a pas qu'un genre non plus qui est pris en compte. Comment toi, tu veux dire au niveau des genres musicaux ? Ouais. Est-ce que tu ressens aussi des différences selon les genres ou selon les genres. En fait, ce que j'ai remarqué depuis que je suis arrivée, c'est que... Donc moi, je suis du côté programmation. Je travaille avec beaucoup de producteurs, en fait, les producteurs qui nous amènent les artistes. C'est très masculin. Et je remplace une personne qui a pendant été 10 ans, c'était un homme. Et donc, quand je suis arrivée, il a fallu que je fasse ma place, vraiment. Ça, je l'ai senti. Parce que beaucoup avaient des doutes sur ma légitimité. Parce que moi, en fait, comme j'ai fait 10 ans en maison de disques, là, j'ai basculé sur le live.
Ils trouvaient voilà, j'étais pas très légitime à faire de la programmation, alors que voilà, j'avais pareil avec beaucoup les plateformes, la curation. Je pitchais les artistes auprès des plateformes. Donc Donc, tu avais le terrain voilà, avec toi. exactement. Donc moi, je trouvais qu'il y avait quand même un lien assez naturel puisque j'avais pitché les artistes, je défendais les artistes auprès des plateformes. Donc je trouvais que c'était un peu une suite naturelle, la programmation. Mais c'est vrai que au début, ça a été assez dur de voilà, faire valoir sa place, se faire écouter. Surtout que depuis que je suis arrivée, j'essaye de mettre un peu plus en avant le rap et l'électro qui étaient très absents de la programmation du stade. C'était beaucoup de pop américaine, enfin voilà, plutôt pop, on va dire pop américaine. Et donc j'essaye un peu d'amener des genres comme ça, ce qui est pas facile aussi là de se faire entendre auprès de plusieurs interlocuteurs. Voilà, c'est plus cette partie-là. Mais j'imagine. Et toi, Pascal, comment tu... Redis-moi la question. Je redis exactement la question. Dans quelle mesure penses-tu que ton genre impacte ou a impacté la construction de ta carrière professionnelle? Alors, donc, étant la plus âgée, c'est plus long, mais je vais essayer de faire plus court. Déjà, enfant, j'avais été sensibilisée au fait que Marie Curie n'avait pas le droit de vote. Donc, on m'avait expliqué que c'était une grande scientifique, prix Nobel, mais qu'elle n'avait pas le droit de vote. Donc ça, je me souviens très très bien, vers l'âge de 12-13 ans, je me suis posé quand même beaucoup de questions. Et puis ensuite, après, j'ai eu donc toujours cette sensibilité sur la part des femmes dans la vie politique. Et quand j'étais enfant, il n'y avait pas de femmes dans la vie politique, donc ça m'interpellait beaucoup. Alors que j'avais le sentiment que c'était quand même là où les choses se passaient pour changer la société. Et puis après, dans mes études, j'ai pas ressenti de différence. Là où j'ai senti vraiment le coup près du genre, c'est quand j'ai eu mes enfants. À l'époque, j'étais directrice éditoriale dans une grande maison parisienne. Indépendamment, je m'y attendais pas du tout. Ma première fille naît et je me dis, mais je vais pas retravailler comme avant, du matin au soir, sans la voir. Donc, j'ai demandé un mi-temps. On m'a regardé comme si je demandais vraiment le bout du monde. Bon, je négocie quand même pendant quelques mois de ménager un peu le temps de travail étant à la maison. Et arrive le deuxième enfant plus vite que prévu. Et là, je me heurte franchement à des... Je travaillais dans l'édition et quand ma fille devait naître le 5 octobre, je m'en souviens très bien parce que la première réaction de mon patron, la première semaine d'octobre dans l'édition, c'est un moment très important parce que c'est la foire de Francfort. Donc c'est là où on négocie les livres avec les éditeurs étrangers. Et quand je lui ai annoncé que j'allais avoir enfin je ne sais pas si c'était une fille ou un garçon, d'ailleurs mon enfant, première question c'est: vous avez pensé à la foire de Francfort? Et j'ai trouvé cette question mais tellement stupide. Voilà, donc un peu, ça ne s'est pas trop amélioré ensuite. Et du coup, quand j'ai eu le deuxième enfant, je me suis dit, est-ce que je vais revivre ce rythme professionnel? Et là, n'ayant aucune solution, il n'y avait pas le télétravail à l'époque, qui dans l'édition est très commode quand même. Mais bon, c'était un principe, c'est où on est au bureau, où on est chez soi. Et là, j'ai pris un congé parental. Et alors, beaucoup de critiques sur le congé parental, parce qu'on a l'impression d'avoir de la mère au foyer, etc. Et c'est vraiment la constance, c'est quand on est une femme, et pourtant, Dieu, j'étais vraiment, et je suis toujours féministe, et les hommes peuvent être féministes, je reviendrai peut-être après là-dessus. Et je me dis, c'est juste des choix de vie. Donc, par rapport à ta question, moi, je me suis toujours... ma carrière a toujours été déterminée par des choix de vie entre des priorités personnelles, ce qui n'est pas très bien pour gravir les échelons, et le côté professionnel. Et en fait, par rapport à ça, donc en congé parental, et j'étais aussi une militante dans les ONG européennes, et j'ai eu cette chance de participer à la 4e conférence internationale des femmes de l'ONU en 1995, dont on fête cette année les 30 ans, à Pékin. Et là, j'ai été recrutée par une femme qui travaillait pour la Commission européenne et qui m'a demandé de coordonner un programme européen pour promouvoir la place des femmes dans la prise de décision politique et économique en Europe. Oui, donc c'est pour vous dire, mon parcours s'est fait un peu au hasard des rencontres. Donc j'ai travaillé là et c'était passionnant. Je veux dire, la conférence de Pékin, c'était des femmes, mais c'est la conférence sur la vie en réalité. C'était le logement, la santé, l'éducation. C'était la première fois qu'il y avait toute une préoccupation sur le statut de la petite fille.
Donc c'était mais passionnant. En 15 jours, il y avait 30 000 femmes du monde entier et on se sentait, bien que moi, j'ai pas énormément voyagé en dehors de l'Europe, mais je me sentais très proche de plein de femmes, en fait, et parce qu'on partageait des préoccupations semblables. Et là, donc très heureuse de mener ces missions, franchement, qui n'étaient pas très bien payées, mais qui me permettaient d'être chez moi la plupart du temps. Et là, je suis rentrée chez Vivendi en 2001. Et c'est drôle parce qu'il faut toujours écrire ou solliciter les personnes que vous pensez devoir être sollicitées. Et donc, en 2001, je devais terminer mon étude sur la place des femmes dans la prise de décision économique. Et au sein du CAC 40, il n'y avait qu'une entreprise qui avait des femmes au comité de direction, c'était Vivendi, qui s'appelait à l'époque Vivendi Universal, dirigée par Jean-Marie Messier. Ça vous dit quelque chose, Jean-Marie Messier? Mes étudiants ne connaissent pas trop, mais bon. Voilà, non, mais alors que c'était un homme très, très, très connu à l'époque. Et enfin, c'était mon ancien professeur de finances publiques quand j'étais étudiante, et j'avais un souvenir d'un homme très accessible, très jeune, très dynamique. Et de fait, il répond à mon enquête. Il me félicite même d'avoir pris un congé parental de 3 ans. Donc, aller foutre ça dans un CV, peut-être maintenant ça s'est arrangé, mais à l'époque, c'était pas facile. Donc, moi, j'étais très naturelle. Je ne vais pas raconter ma vie, mais enfin, je lui ai raconté un peu le parcours depuis que j'avais quitté Sciences Po. Et là-dessus, il me dit, écoutez, j'ai un poste à vous proposer. Alors là, j'étais à la fois très émue et très étonnée. Il me dit, je voudrais engager quelqu'un pour réfléchir sur l'impact d'un groupe comme le nôtre sur la société. C'était ma feuille de route de la responsabilité sociétale d'entreprise et de ma contribution au développement durable. Donc, c'était une création de poste. Donc, pas d'équipe, pas de budget. En général, dans les RSE, de toute façon, il n'y a jamais. Maintenant, ça s'est amélioré. Mais bon. Et c'était fascinant comme travail. Fascinant. Et parce que j'ai dû partir d'une feuille vide. Alors, à l'époque, c'était un très grand groupe. Il y avait Universal Music, numéro 1 de la musique. On était numéro 1 mondial dans les jeux vidéo. Il y avait le groupe Canal+, donc médias, mais aussi cinéma, France, Afrique, Pologne, Vietnam. Il y avait Maroc Télécom, donc la télécommunication au Maroc. Il y avait aussi une entité au Brésil. Donc, c'était un très, très grand groupe. Et en réalité, ma feuille de route consistait à dire qu'est-ce qui rassemble à la fois les unités de production de contenu et les unités de distribution de contenu. Et c'est là où j'ai établi une feuille de route en 2003 que j'ai gardée jusqu'en 2016, où est arrivé un nouveau management sur la direction de Vincent Bolloré. Et comme j'avais des enjeux sur la déontologie journalistique, sur la diversité culturelle, sur la place des femmes, etc., voilà, donc je suis partie. Mon aventure s'est arrêtée là. Dans la RSE, on ne peut pas faire semblant. Je veux dire, encore dans la comptabilité, on peut faire comme si... Mais dans la RSE, il y a une cohérence entre ce que vous écrivez, ce que vous dites et ce que vous appliquez. Voilà, et c'est là-dessus que j'ai proposé un cours sur la responsabilité sociétale des entreprises de secteur culturel. On en parlera peut-être après, je sais pas, qui en fait échappe à la vigilance collective. C'est-à-dire que le développement durable est limité à la dimension environnementale. Et je suis la première à dire que le réchauffement climatique, c'est une urgence à traiter. Mais finalement, toutes ces industries qui constituent les premières capitalisations boursières, donc d'une puissance incroyable, elles préfèrent vous parler de leur empreinte carbone plutôt de leur empreinte cérébrale. Donc, c'est ça que j'ai exploré et que j'ai pu le faire pendant 15 ans et que j'enseigne maintenant et sur lequel j'ai écrit ce livre que j'ai appelé « Réchauffement des esprits » pour le rapprochement avec réchauffement climatique, pour signer la sonnette d'alarme en disant qu'il y a une urgence sur plein de sujets, la responsabilité sociétale des industries culturelles. Donc, le genre, pendant mes 15 ans en tant qu'RSE, j'ai bien sûr insufflé la participation des femmes un peu sous tout ce que j'avais fait avant dans toutes les décisions que j'ai prises. Ben merci, c'était très beau. Je rebondis sur ce que tu as dit. Est-ce que vous aussi, vous avez ces problématiques de devoir traiter en simultané la vie professionnelle et le travail, et vous remarquez que c'est plus que vos homologues masculins? Oui, enfin moi déjà par rapport à tout ce qui a été évoqué, du coup ça ouvre d'autres portes. Et c'est vrai qu'en fait très petite, je me suis posé énormément de questions, déjà parce que je suis d'origine marocaine et que quand j'allais au Maroc et que je voyais un peu comment ça se passait pour mes cousines, je me disais c'est en fait moi déjà j'ai mesuré la chance que j'avais d'avoir accès à un certain on va dire système aussi éducatif en France parce que je viens d'un milieu assez populaire au Maroc. J'ai aussi compris en fait que j'avais cette, comment dirais-je, en tout cas cette obligation de résultat. Pour ma part, en tout cas, je me suis dit qu'il fallait que je réussisse. Et dans cette idée de réussite, parce que c'est
ou bien, pour en parler, c'est tout relatif. Mais en tout cas, essayer en tout cas de faire entendre ma voix parce qu'on me donnait l'opportunité de pouvoir avoir plus de liberté. Et c'est vrai que ça a été quelque chose qui m'a toujours portée et j'ai été préoccupée par ces questions-là dès très jeune, ce qui fait que j'ai toujours voulu aller d'une certaine façon là où on considérait que j'étais pas attendue, notamment dans le milieu de la musique et du rap, où on était déjà finalement pas mal de femmes, mais on avait toujours tendance à dire oui, les femmes sont absentes, etc. Il y avait énormément de clichés autour de ces industries-là. Enfin, moi, quand je suis arrivée en BTS, puis par la suite en école de journalisme, et que je me heurtais à des profs qui me disaient à la fois, bon, bah, alors tu vas partir en reportage, tu sais que tu peux pas faire d'enfants, tu sais qu'il y a certains pays où tu vas pas pouvoir aller. J'étais dans l'une des plus grandes écoles de journalisme de France, mais tout était caricatural sur la question d'être une femme reporter. Et l'autre caricature à laquelle je me heurtais, c'était le fait que je puisse exercer cette profession-là dans le rap, qui était un genre musical qui leur était pas du tout, on va dire, ils comprenaient pas ce que c'était réellement, donc ils avaient l'impression qu'on n'allait pas recouper les infos de la même façon, qu'il n'y aurait pas la même éthique, la même déontologie. Donc finalement, c'est des choses qui font que, pour répondre à ta question, bah moi, pendant très longtemps, je me suis interdit d'avoir une vie perso parce qu'en fait, j'avais cette obligation pour moi-même de sortir de ma précarité, puisque je viens d'un milieu assez populaire et que, en vrai, moi, j'avais pas de thunes, quoi. Donc, il fallait que je taffe en étant à l'école, il fallait que, en même temps, je réussisse à l'école. Et c'est pour ça que j'avais une charge mentale qui était assez importante. Je fais mon premier burn-out, j'ai même pas 20 ans, en fait, parce que je travaille du lundi au lundi, non-stop. Je ferai d'ailleurs un autre burn-out plus tard, parce qu'en fait, j'ai toujours été dans ce truc de non-stop. Donc déjà, j'ai la charge mentale de devoir réussir, d'être pas précaire, on va dire, et de pouvoir juste manger. Et ensuite, il y a ce truc de vraiment de me dire, le moment où je vais pouvoir faire des enfants, comment déjà je vais pouvoir assumer ça. Donc moi, je fais un enfant très tardivement. Quand je dis tardivement, aujourd'hui, c'est normal, mais j'ai eu ma fille à 40 ans. Mais parce qu'en fait, jusqu'à 35 ans, je pensais que je pouvais pas en fait considérer la possibilité d'être journaliste, qui plus est. En plus, j'ai été pigiste pendant 10 ans, tout en ayant un enfant. Comment j'allais pouvoir réussir à... Déjà, quel statut? Parce que en fait, il y a toute la complexité de quand vous êtes journaliste, si vous voulez garder votre carte de presse, si vous devenez intermittente, comment vous prenez votre congé maternité, etc. Il y avait tellement de questions qu'à un moment, en réalité, je suis retournée dans le monde du salariat parce qu'en fait, je voulais avoir une vie privée, je voulais avoir un enfant. Et le truc, c'est que ça ne s'arrête jamais parce qu'en fait, à 37 ans, quand finalement je retourne dans le monde de l'entreprise, je me dis j'ai un CDI, je vais avoir un certain confort matériel et j'ai beaucoup travaillé pour avoir un poste à responsabilité avec beaucoup comment dirais-je, d'influence dans mon milieu. Je tombe enceinte à 39 ans. Je suis dans ma meilleure période parce que j'ai attendu ma fille toute ma vie. Et sauf que là, en fait, quand je reviens de congé maternité à 40 ans, en fait, je me rends compte que le monde m'a oubliée. C'est-à-dire qu'on m'a vraiment mise de côté. Et pourtant, je ne suis pas partie longtemps. C'est-à-dire que moi, j'ai pris 3 mois. J'ai pris le truc presque... Et encore, j'ai accouché. Au bout de 3 semaines, j'ai repris le travail. Parce qu'en fait, je sentais que c'était, comment dirais-je, que la pression sociétale, il fallait que je reprenne ma place vite. Et en fait, j'ai mis 2 ans à reprendre ma place. Là, aujourd'hui, ma fille a 2 ans et demi. Je recommence à peine à sentir que ça va. Mais c'est quand même... Le truc, c'est que j'aurais voulu me dire... J'ai quand même fait le choix de me dire je veux avoir ma vie privée, je veux avoir mon enfant et ma fille, c'est ce qui est le plus important pour moi aujourd'hui. Mais encore aujourd'hui, je suis toujours dans cette dualité à me dire il faut pas que je perde en attractivité, en compétitivité, surtout dans l'industrie dans laquelle on travaille. Et en même temps, je veux pas passer à côté de mon enfant ou de cet équilibre vie perso, vie privée. Donc c'est quand même... Et en fait, moi, j'ai l'impression, j'adore tout ce que je fais, mais qu'aujourd'hui, ma principale préoccupation, c'est de réussir à trouver un équilibre dans ce truc qui est très...
je dirais, qui est encore plus fort quand on est une femme. Après, moi, j'ai la chance d'avoir un compagnon qui est formidable et qui est un papa poule. Enfin, je sais même pas si on doit dire poule en vrai, parce que c'est genré. Donc, en fait, c'est juste un père qui a envie de s'occuper de sa fille. Du coup, il est non-stop avec elle et c'est sa meilleure copine et ils sont trop bien tous les deux. Et en plus, qui plus est, je suis avec un homme noir qui fait ça, donc il y a souvent plein de stéréotypes par rapport à, oui, les Africains, etc. Non, tout ça, en fait, c'est pas vrai. Il y a juste des gens qui veulent faire des choix de vie. Mais c'est vrai que, ouais, tout ça, c'est totalement mon sujet de, de préoccupation. Et je pense que je vais pas m'en sortir parce que ma fille va... Et tant mieux, mais parce que ma fille va grandir, parce que tu te poses d'autres questions. Donc, voilà. Là où je te rejoins, c'est vraiment sur la partie... Enfin, là, tout ce que tu viens de décrire. Moi, j'ai pas d'enfant, mais c'est aussi... je trouvais dans cette industrie-là que pour accéder à des postes à responsabilité, j'avais l'impression qu'il fallait que je mette de côté un peu la vie familiale que je souhaitais. Parce que c'est terrible, mais en fait, c'est un peu aussi la réalité. Enfin, en tout cas, pour moi, je parle pas pour... moi, j'ai trouvé... que je sais pas, quand j'ai commencé il y a 12 ou 14 ans, il y avait la question, on posait la question en entretien, je l'ai déjà eu 2 fois, 2-3 fois même, je pense, est-ce que vous comptez faire un enfant? Est-ce que vous comptez fonder une famille à court terme, moyen ou long terme? Il y a cette temporalité-là où, en fait, forcément, on se dit, OK, donc là, si je dis que je veux une famille à court terme, c'est mort, j'aurai pas le poste. Donc maintenant, c'est pas autorisé. Enfin, voilà, je crois pas que la question soit posée à l'heure actuelle parce qu'on C'est n'a pas plus le droit. légal. Voilà, c'est plus mais à l'époque, je veux dire, ça se posait. Parce que ça se fait pas insidieusement. Oui, voilà, c'est ça. Donc forcément, on met ça un peu de côté. Et après, il y a cette question. Enfin, quand je voyais aussi mes collègues, voilà, revenir de congé maternité, enfin partir en congé maternité, revenir. Et quand je suis partie au Canada, j'ai là vraiment découvert une société qui est complètement différente sur le sujet, puisque là-bas, il y a vraiment... Là-bas, c'est déjà la femme a le pouvoir, on va être honnête. La femme est au centre, voilà, il y a vraiment quelque chose. Et elle aussi, il y a des congés maternité d'1 an, d'une durée d'1 an. Comme dans les pays nordiques. Donc là-bas, ce n'est pas un sujet. Tu peux disparaître 1 an, revenir, prendre ta place. Tu n'as pas à te battre, comme tu viens de décrire, de revenir et tu sens qu'il faut que tu refasses ta place et tout. Tu reviens, c'est pareil. Il n'y a pas de... Voilà. Et en plus, ce congé maternité-là, tu peux le partager avec le père, faire 6 mois, 6 mois. Donc, il y a vraiment plus... voilà, c'est complètement une autre dynamique. Et donc, ça change la perception, ça change... là où peut-être ici, on a dû un peu de retard sur ces questions-là, je trouve. Mais voilà, en tout cas, je te rejoignais sur la partie un peu famille de côté. Ben, merci, très intéressant. Alors, je vais reprendre. Oui. Et dans ce sens-là, pour reprendre les questions qui étaient posées au sujet des enfants, vous avez remarqué d'autres freins à l'insertion professionnelle vis-à-vis du genre? D'autres freins, je sais. Bah, après, ça dépend de ce qu'on va regarder comme des freins, mais il y a des questions qu'on peut adresser plus volontiers aujourd'hui, qui étaient beaucoup plus difficiles à évoquer quand moi j'ai commencé, ou des mots qu'on peut mettre un petit peu plus facilement. Je pense notamment au fait que moi je sois une femme racisée, et que la question aussi d'être une femme racisée, c'est un sujet pour l'accessibilité aux postes à responsabilité. Si tu es, qui plus est, une femme racisée qui vient d'un milieu populaire, qui n'est pas passée par certaines écoles, l'accès à certaines entreprises, ça peut être beaucoup plus long et beaucoup plus difficile. Donc, il s'agit aussi souvent d'essayer de trouver comment dirais-je, presque des passerelles ou des façons un peu d'y arriver qui vont être beaucoup plus difficiles. Moi, je fais aussi partie de l'AJAR, qui est une association des journalistes racisés et des personnes minorisées. Je ne suis plus journaliste en activité, mais sympathisante. Et quand j'ai intégré, j'étais encore dans l'exercice de ma profession. Et c'est vrai que les questions qui sont adressées à travers l'AJAR, c'est des questions de
minorité et de genre. Mais pour ce qui est des femmes racisées, en effet, même si on n'a pas trop le droit de parler de statistiques en France sur ces questions-là, on s'aperçoit quand même qu'il y a énormément de femmes journalistes qui sont beaucoup plus précaires du fait aussi de leur... on va dire origine. Et donc, il y a aussi toutes ces questions qui font que ça rajoute un frein supplémentaire. Et il y a aussi beaucoup de, comment dirais-je, presque de... Il y a d'autres clichés encore à devoir déconstruire qui vont fragiliser encore plus le parcours professionnel. On va avoir tendance à stéréotyper la femme noire, la femme maghrébine, la femme blanche aussi, hein, bien entendu. Il n'y a pas de... Mais c'est vrai que tout ça, ça rajoute comment dirais-je, une charge supplémentaire. Et c'est pourquoi, moi, je trouve que c'est aussi hyper intéressant de pouvoir travailler en non-mixité sur ces questions-là. Quand je parle de non-mixité, c'est à la fois dans des cercles de réflexion de femmes et aussi parfois dans des cercles de femmes racisées qui vont pouvoir avoir un espace safe pour pouvoir parler à la fois des agressions qu'on va vivre au quotidien. C'est-à-dire qu'il y a un mot qui est hyper présent dans ta vie quand tu es une femme racisée, c'est le mot racisme. Et sauf que, en fait, toi, tu vas probablement penser à ça chaque jour de ta vie parce que tu vas vivre une micro-agression ou une agression raciste limite chaque jour. Mais les gens autour de toi ne vont pas nécessairement l'entendre de cette façon-là et c'est pas grave. Mais en tout cas, je trouve que c'est important d'avoir ces endroits-là et surtout, en fait, de se dire qu'aujourd'hui, il y a des discussions qu'on peut avoir et qui permettent pas nécessairement de combattre tous ces freins, mais en tout cas, de pouvoir juste le dire. Et je trouve que ça permet ensuite de pouvoir actionner des choses et d'agir. Bien entendu. On reviendra sur ce volet-là à la fin de la table ronde, mais c'est bien entendu très important de le mettre en avant. Selon le baromètre des métiers de la musique publié par l'IRMA en 2019, je passe sur les statistiques, les femmes, elles occupent 22% des postes de direction dans la promotion, la communication et le graphisme. En revanche, elles ne sont que 14% à occuper ce type de poste dans les labels et les maisons de disques. Est-ce que vous voyez, et surtout peut-être Pauline, toi tu as un parcours un peu plus label et pluridisciplinaire, est-ce que vous voyez ce genre de choses où les femmes sont un peu plus présentes dans le graphisme et moins dans la dans la promotion, dans les postes de... Enfin, moins présentes dans les postes de direction. C'est sûr qu'on a eu... Enfin, si on prend vraiment côté maison de disques, label, il y avait très peu de figures féminines, finalement, parce que on va dire qu'à la tête des majors, c'était que des hommes. Maintenant, on a la chance d'avoir Marianne, par exemple, qui était à la tête de Sony Music, et Pauline Duhart, qui était boss d'Epic et maintenant boss de Columbia, qui maintenant, elles ont... ça fait du bien au paysage des labels où c'était très masculin et ça fait du bien. Mais c'est vrai que je pense qu'on s'interdit aussi un peu ça quand on commence dans ce milieu-là. Comme on a très peu de mentors, de figures féminines à des postes de direction, forcément on se projette pas PDG d'une major, on se projette pas directrice de label, puisque ce sont des rôles... pratiquement, c'est que des hommes. Dans beaucoup de majors et indépendants, je connais un peu moins en France s'il y avait, à la tête. Il y a plus d'indépendantes. Ouais. En fait, la voie on va dire, d'y arriver, souvent, ça passe par l'indépendance. C'est beaucoup de femmes qui ont monté des structures. Et tu veux même, par exemple, dans les Nicole Schulz, qui fait partie un peu des premières grandes femmes du hip-hop, notamment de la musique. Elle était chez De Label, elle a monté son label à côté, où il y a Oxmo Puccino, etc. Il y a plein de parcours qui sont plus dans l'indépendance. Ouais. Et toi, Pascal, t'as quelque chose à rajouter sur ce point ? Oui, alors par rapport aux freins, alors je reviendrai quand même sur le modèle masculin de management qui n'est pas réservé à l'industrie musicale, qui est réservé vraiment dans tous les secteurs. Et c'est pour ça que, pour revenir à Pékin, parce que ça peut vous intéresser, en 1995, il y avait, si je vous demande combien il y avait de femmes à l'Assemblée nationale en France. Non, quand même pas. Pas beaucoup. 5.
Ouf. 5%. Et en 95, donc on était, nous, les ONG, parqués dans des endroits, des tentes qui s'écroulaient, bref, parce qu'il y avait la pluie, etc. Et il y avait des conférences passionnantes, notamment je débarque dans la tente des Suédoises. Et là, elles étaient un peu furieuses parce que le monde de la recherche était encore très masculin. Mais elles avaient fait les élections en 94 et leur pouvoir et leur slogan, c'était moitié du pouvoir, plein salaire. Parce qu'elles contestaient les différences de salaire. Et en fait, elle racontait qu'il y avait 40% de femmes à l'Assemblée nationale suédoise. Donc là, j'ai eu un choc. Et je me suis dit, ça existe. La preuve, ça existe. Et pendant plusieurs années, j'ai essayé de comprendre pourquoi. Et j'ai réalisé un petit documentaire avec 2 francs 6 sous, enfin 2 francs 6 sous, 2,06 €, mais que j'ai appelé Lorsque les femmes et les hommes gouvernent ensemble, le choix suédois. C'est sur mon site, Respetica. Et je l'ai regardé encore récemment, c'est passionnant. Ce film date de 1999, donc il y a plus de 26 ans, 25 ans. Mais Et là, j'ai tellement été, mais comme quelqu'un d'assoiffé, quoi. J'ai interrogé des femmes évêques, des premiers ministres, la vice-présidente du Parlement suédois, elle a 5 enfants. Un banquier numéro 1 de la SEB qui a pris 7 mois de congé parental attente. Je me dis, comment se fait-il? Et c'est pour ça qu'on soit parent ou pas, il y a des équilibres de vie qui sont bénéfiques pour toute la société entière, parce que travailler comme on fait de 5h du matin à 10h du soir, c'est plus possible. Les Suédois ont aboli à l'Assemblée nationale suédoise les sessions de nuit, les votes de nuit, qui existent toujours en France quand même. Donc que ce soit un député femme-homme aujourd'hui ou dans la programmation, j'imagine, où les concerts sont toujours le soir. Donc forcément, vous avez là une ségrégation et qui est inadmissible parce qu'on n'admet pas qu'il y ait d'autres modèles de travail que cela. Donc déjà, vous êtes foutus. Moi, je me souviens dans l'édition, les partages de livres. Vous savez, on dit, ah bah toi, tu vas suivre tel livre, tu vas prendre tel livre en charge. C'était le vendredi à 19h autour d'une coupe de champagne. Moi, le vendredi à 19h, j'essayais de rentrer plus tôt. Donc, tout m'échappait. Vous voyez, c'est toujours... Et ça, je pense que c'est un peu partout pareil. Et c'est vraiment... C'est pour ça que la ressource de cet équilibre de vie, pour moi, c'est la première cause. Tant qu'on considérera qu'il faut travailler il faut être complètement dans son travail, ce qui n'est pas bon d'ailleurs, pour la santé des gens et pour l'équilibre. Et ça, c'est vraiment un fardeau, je trouve, et il faut que les jeunes générations et les garçons, là, quand vous avez des enfants ou pas d'enfants, je me souviens d'un type qui m'avait dit, je prends mon mercredi, moi, bêtement, je dis, oh, ben c'est bien, il me dit, non, mais j'ai pas d'enfants, mais c'est la sortie des films, et par ailleurs, je suis critique de cinéma, et donc le mercredi, je me le prends à plein. Mais c'est génial! Ce type avait une ouverture d'esprit incroyable. Donc ça, il faut vraiment... La deuxième chose, c'est les réseaux. Et là, je trouve que les femmes ont une part de responsabilité, parce qu'une des raisons pour lesquelles les femmes suédoises ont réussi, c'est que dès les années 60, elles se sont organisées en réseau. Et que au sein de la classe politique, quand elles voulaient défendre quelque chose, eh bien, elles s'accordaient outre les partis pour faire aboutir. J'ai même une amie qui m'a dit, nous, dans les années 60, quand on voyait que les hommes donnaient absolument pas la parole, ce que c'est quand même assez fréquent, quand même, même aujourd'hui, dans les réunions, quand vous êtes 2 femmes, parce que c'est bien d'avoir quelques femmes, mais le problème, c'est le nombre. Il faut avoir un certain pourcentage pour changer les choses. Et elle disait, finalement, on nous donnait jamais la parole. Et un jour, elles étaient quelques femmes sur des dizaines d'hommes, elles ont fait le langage des signes. Et les mecs, ils ont balisé, parce que comme ils comprenaient rien du tout, et elles ont fait des réunions comme ça, entre elles, pour se dire, mais écoutez-nous, on a aussi des propositions à faire. Donc, en fait, et les réseaux de femmes, moi, je me souviens quand j'étais dans les entreprises, ne serait-ce que ça, je mettais mon titre au féminin, directrice, j'étais la seule femme à être directrice. Toutes mes collègues femmes étaient directeurs, parce que donc, il faut aussi qu'on n'ait pas honte d'être féministe. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on reconnaît les femmes les droits aux femmes comme ceux des hommes. Donc on voit bien qu'en Afghanistan, ce que ça veut dire. Donc, dans mon film, j'avais mis à un moment les hommes féministes suédois. Et il y a le traducteur qui m'appelle un soir parce que je l'avais fait traduire en plusieurs langues. Mais madame, excusez-moi, mais je pense que vous avez fait une faute. Vous avez mis homme féministe. Et je dis, mais non, c'est la réalité. Donc, en fait, c'est tout ce combat-là. Et c'est pour des enjeux qui sont aussi bien pour tout le monde. Et les réseaux, alors, un exemple, il y a des réseaux professionnels qui sont quand même très, très forts au point de vue des réseaux masculins. Et moi, j'ai découvert quelque chose dans les entreprises, c'est des réseaux aussi sportifs. La place du rugby, par exemple.
Alors, bon, moi, j'aimerais qu'elle adore le rugby. Je critique pas le rugby. Je critique que les échanges de CV, ben, ils se font après les matchs. Ça. Ils boivent ce qu'ils veulent. Et là, ils disent, ah, t'as pas quelqu'un qui pourrait remplir ce poste-là? Et vous avez beau envoyer votre CV. Si les autres ont déjà dit, ah, mais si, j'ai un jeune là que j'ai repéré dans une école. Alors, je dis pas que c'est toujours pareil, mais moi, j'ai découvert ça. Et c'est quand même très... Alors, j'imagine que vous, c'est pareil. Donc, en fait, les freins, c'est franchement un équilibre de vie qui est bon pour tout le monde. Et puis, peut-être plus de solidarité entre femmes. Et moi, j'ai toujours essayé de travailler avec des hommes aussi. Parce que finalement, en tant que directrice RSE, j'avais des sujets qui étaient très intéressants, notamment sur la place des femmes dans la production de contenu ou la protection des enfants dans l'univers numérique, où on m'a souvent dit que j'étais peut-être une bonne mère de famille, mais comment la protection des enfants dans l'univers numérique pouvait être un sujet business en 2003, alors que nous, on savait que les enfants allaient avoir accès à des tas de contenus et qu'il n'y avait pas de régulation. Donc la RSE, c'est ça, c'est l'anticipation des risques et ne pas attendre qu'une loi soit adoptée pour payer des amendes. Donc, et j'ai eu des collègues, des jeunes collègues qui me disaient, mais oui, en effet, c'est un vrai sujet. Donc, il faut avoir des alliés en disant que le combat, c'est un combat de bien-être en réalité. Et pour tout le monde, pour les petits, pour les grands. Parce qu'après, je ne veux pas vous décourager, mais après, j'ai une amie qui m'avait dit ça quand j'avais 30 ans. Non, elle m'avait dit, là, tu vois, tu galères avec tes enfants et tu vas galérer avec tes parents. Et c'est ce qui m'est arrivé. J'ai été aidante de ma maman qui est décédée. Mais en même temps, c'est aussi les filles qui sont sollicitées avec ça. C'est tellement vrai, ça. Et finalement, c'est ça qu'il faudrait changer. Moi, j'ai des très, très bons amis hommes. Ouais. J'en ai qu'un qui a pris du temps pour sa mère. Et c'est pas un reproche, mais c'est toujours cette idée de carrière. Ouais. Et finalement, je pense que moi, j'ai perdu mon poste après mon congé parental, mais j'ai pas regretté ces choix à la fin, quand on regarde le début du chemin, parce que j'ai pu faire, moyennant des sacrifices financiers aussi, hein, essayer d'avoir cet équilibre de vie et aussi, après mon départ en 2016, des équilibres de me dire j'ai été cohérente avec mes choix, avec moi-même, avec ce que je voudrais défendre. Et même si parfois la fin est brutale, parce que quand vous perdez votre poste, c'est aussi dur. Mais finalement, je pense que ça, c'est très important. Et ces freins-là, ils doivent être levés pour pas... C'est Marguerite Yourcenar qui dit, si l'égalité femmes-hommes, c'est d'avoir un attaché-caisse, de partir le matin et de revenir le soir, et d'être comme un homme, je ne suis pas féministe dans ce sens-là. Mais en effet, pour montrer, pour avoir sa marque, il faut qu'on soit plusieurs. Sinon, on est la Simone Veil de la droite, la Elisabeth Guigou de la gauche, et c'est ça ne suffit pas. Bien sûr. Ça c'est sûr. Et tu peux être fière de ton parcours. Hein. Bon, fière, non. Disons que j'ai pas de regrets. Ça, C'est bien. bon. Et je vais rebondir sur ce que tu dis et essayer de mettre en avant et discuter, si vous voulez bien, des stéréotypes ou des attentes spécifiques concernant les femmes dans les entreprises. Si vous voulez dire un mot sur ça. Bah, il y a ce truc où on va volontiers s'attendre à ce que... Enfin, en tout cas, pour ma part, je trouve... que tu n'exprimes pas trop ton point de vue, quoi. C'est-à-dire que une femme qui parle, elle a du caractère, elle est difficile à manager, alors que tu dis probablement la même chose que ton collègue et que tu fais valoir une certaine autorité, mais que c'est tout de suite pas entendu comme... ça le devrait, à savoir juste que tu donnes comment dirais-je, une opinion ou que tu fais valoir ce que tu sais faire, quoi. Donc ça, c'est le premier niveau. Et c'est vrai que l'entente avec d'autres femmes, que ce soit dans la boîte, que ce soit même d'avoir des alliés chez les hommes ou femmes, c'est devenu presque c'est obligé en fait. Si je veux pouvoir faire avancer les choses dans la bonne dynamique, j'ai besoin de savoir que je vais être entendue et que les propositions qui vont être faites vont être considérées comme elles le devraient. Là, typiquement, nous,
on a décidé, par exemple, chez Deezer, de lancer un chart uniquement pour les femmes, parce qu'en fait, on se rend compte que dans les tops, ce qui est quand même un peu le nerf de la guerre dans l'industrie musicale, on regarde les démarrages. Par ailleurs, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur la question du 19h apéro, moi, j'ai le jeudi 0h devant mon ordinateur à regarder ce qui est sorti, est-ce que c'est bien sorti, etc. Donc, autant quand tu as... pas d'enfant, ça va, mais quand tu as ta fille qui a 2 ans et demi, qu'elle dort pas, bah, tu mets des réveils. Donc, il y a une injonction à devoir quand même continuer d'avoir ce rythme-là qui est pas, comment dirais-je, c'est même pas ma compagnie, c'est vraiment la société dans laquelle on vit et le business pour lequel on travaille. Ça, c'est une petite aparté, mais ce que je veux dire par là, c'est que oui, tout va être conditionné par le prisme de la sortie, le business, part de marché. Et puis, on va regarder chaque week-end les numéros 1 en s'enorgueillissant de dire génial, un tel est numéro 1, il a vendu tant d'albums, etc. Sauf qu'en fait, les 3/4 du temps, tu regardes et il y a très peu de femmes, en fait. Mais c'est aussi des artistes qui participent à faire cette industrie. Donc, partant de ces constats, de nombreuses datas qui existent aux États-Unis, dans le monde, et d'actions qui ont pu être faites à l'étranger, moi, je suis arrivée en disant ce serait bien d'avoir un chart uniquement pour les femmes, donc parce que les charts sont non genrés, mais que on part du principe quand même que parfois il faut de la non-mixité pour pouvoir rendre visible ce qu'on va pas regarder. Et la chance sur ce sujet-là, en tout cas, c'est que je travaille pour une entreprise française, là où la compétition est plutôt étrangère, et donc on a cette capacité, en tout cas, de pouvoir agir sur notre marché. Et c'est comme ça qu'on a décidé, par exemple, de travailler sur ce projet. Et c'est un projet qui est porté par des femmes de la compagnie, mais sur lequel on a aussi des hommes alliés qui comprennent l'intérêt de pouvoir valoriser ce qui est fait, et aussi comment dirais-je, juste de montrer ce qu'on veut pas nécessairement regarder, qui va être absent des charts pour des raisons très sociétales. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est une industrie qui est vachement tenue par le sexisme, les écoutes, comment on regarde un peu un auditeur, est-ce que c'est des hommes, est-ce que c'est des femmes, la question du genre. Enfin, il y a plein de sujets en fait autour de ça qui font que t'es comment dirais-je, obligé quand même, tout en ayant cette perspective et ces réflexions, d'avoir des alliés. Et puis aussi, à un moment, quand t'as fait tous ces constats, de regarder comment tu peux actionner des choses. Donc, par les programmes de mentorat, la sororité, et puis les actions concrètes quand c'est possible. Et voilà, et pour le coup, encore une fois, dans une boîte comme Deezer, c'est des choses qui sont possibles. Et du coup, c'est trop bien, quoi. Pardon. J'allais rebondir sur ce que tu as dit. Tu veux de l'eau? Je sais pas si tu as encore de... Si, c'est bon, mais ça va pas. Pour aller au-delà des stéréotypes, du coup, partir sur ce que tu as dit, sur les initiatives mises en place par les entreprises pour promouvoir l'inclusion. Pascal, tu pourras en parler. Et aussi pour lutter contre les VSS. Et du coup, Pascal, je te donne la parole sur ça. Ou même Pauline, si tu veux en parler, sur les actions mises en place sur les différentes entreprises que vous avez pu voir ou aider à mettre en place grâce aux politiques de responsabilité sociétale des entreprises ou autres. Après, on parlera du MEOM dont tu fais partie. Alors, c'est ça qui est bien dans la responsabilité sociétale des entreprises, c'est que contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas que du reporting et c'est d'aller vraiment au-delà de la loi. Donc, c'est vraiment évaluer qui vous êtes comme entreprise et quels sont les sujets qui peuvent impacter votre création de valeur. Moi, je parle toujours de création de valeur parce que c'est ni de la philanthropie, c'est ni du marketing. C'est une démarche qui aide à comprendre dans quel milieu, dans quel pays vous êtes implanté. Et souvent, à mes étudiants, je donne l'exemple du noix parce que je pense que visuellement, ça les marque. C'est une grande
marque de vêtements très chers de doudounes qui a eu des vêtements formidables jusqu'au jour où un journaliste italien a essayé de voir d'où venait le duvet des doudounes. Et en fait, il est allé dans les pays de l'Est et il s'est aperçu que cette fameuse oie, elles étaient sur des rails et qu'on prélevait le duvet avec la peau et que les oies finissaient mourantes. Ça, je pense que ça va vous marquer pour ce que c'est que la RSE. Et en fait, ce que ça veut dire, ça veut dire que reportage, boycott de la marque en disant mais c'est affreux, ces oies, etc. C'est-à-dire que cette marque n'avait pas compris, c'était il y a déjà plusieurs années, que le bien-être animal était une cause sociétale. Donc en fait, jusqu'à présent, ils s'en fichaient parce que personne ne réagissait au sort des oies. Et le bien-être est devenu une cause. Donc quand vous êtes dans une entreprise, quel que soit votre impact, il faut guetter tous les signaux faibles qui vous disent « Ah, là-dessus, il va y avoir une réaction ». Donc, la RSE, c'était formidable comme terrain de plaidoyer parce que, justement, on parle des femmes. Quelle est la première ressource des industries culturelles? Ce sont les artistes. Donc, très, très, très naturellement, on se dit, mais qui sont les artistes? Qui on attire? Et une leçon que j'ai retenue à Pékin, toujours en 1995, c'est qu'avant, il n'y avait pas de statistiques sexuées. C'est que ça a été très, très récent, enfin, récent, c'est plus une vingtaine d'années. Finalement, on disait, ah, les artistes, ah, et moi, j'ai dit, une des choses que j'ai voulu faire avec Yann, justement pour la musique et des collègues de Canal, je disais, mais on a combien de femmes réalisatrices? Il me dit, tu demandes avec tes questions, c'est dans notre ADN. En général, c'est toujours dans l'ADN. Je lui dis, mais au-delà de l'ADN, est-ce que tu peux me donner un chiffre précis? Et finalement, on comptait 10%. Ben, je suis de fait, ton ADN, quand même, il pourrait être un peu renforcé parce que 10%, c'est pas énorme. Et on a commencé à avoir 7 indicateurs dans notre tableau de bord qui n'étaient pas demandés par la loi, mais qui étaient un signal et de création de valeur. Parce que, comme tu disais, si après, on a eu cet indicateur, et quand je suis partie, il y avait 25% de femmes réalisatrices, mais c'est aussi un indicateur qui attire les femmes réalisatrices. Ils disent, tiens, dans cette boîte, ils sont sensibles à cette dimension-là. Donc, ça crée de la valeur pour les réalisatrices, mais aussi pour l'entreprise, pour avoir une offre culturelle beaucoup plus diversifiée. Pareil aussi en interne, je demandais le pourcentage des femmes cadres dans toutes les filiales, les femmes au COMEX, alors ça, il n'y en avait pas beaucoup, les femmes, mais chaque année, on avait ces indicateurs qui permettaient de voir les progrès ou pas. Après, par exemple, autre initiative, c'était, on avait réussi en 2010 à avoir des critères de RSE dans la rémunération des dirigeants. Ça, si vous analysez ça, je ne sais pas, dans les rapports des entreprises, c'est la meilleure preuve. Ou ils s'en foutent de la RSE et ils vous font des pages, et c'est un peu qu'on appelle le greenwashing pour le côté vert, mais d'une manière, ou ça impacte leur rémunération. Et là, qu'en général, même si c'est 10% de 2 millions, ça fait quand même un certain chiffre. Donc là, vous voyez comment nous, on avait mis la place des femmes, par exemple, pour Canal+, à l'antenne, ou la promotion des talents locaux par Universal Music. Et on demandait à Universal Music, qui ne nous ont pas accueillis bras ouverts au début, combien il y avait les différents labels, combien le classique, le chiffre d'affaires du classique, du rap, des musiques de films, parce que sinon, c'était tout global. Et là-dessus, on peut après faire et les premiers artistes femmes et les premières... Bon, et ça te donne une visibilité de vraiment de ce que tu fais. Et puis aussi, cette dimension femme, quand on avait certains programmes de formation, j'ai eu ce grand bonheur de lancer un programme de formation auprès des ingénieurs du son dans le studio de Salif Keita à Bamako. Et donc, parce qu'on s'apercevait que à l'époque, Universal avait équipé ce studio à Bamako des plus grandes technologies, sauf que quand Memba, qui était parti de Salif Keita, était sorti, il n'y avait plus personne pour s'occuper. Donc, on a lancé ce programme en disant il faut avoir les capacités locales de production, de les mettre en valeur. C'était partie de la diversité des talents locaux. Et puis, en 2006, on a lancé ce programme. Et en 2014, j'avais dit à la personne qui animait ce programme, mais il n'y a jamais de femme dans tes... Et il m'avait expliqué, justement, enfin, je lui faisais confiance, il m'a dit, tu sais, au Mali, c'est pas bien vu pour une femme d'être technicienne dans le son. Il y a beaucoup de stéréotypes d'images. Et je lui dis, alors après, j'ai sévi, je lui dis, écoute, maintenant, il faut que tu trouves des femmes, sinon il n'y a plus de financement. Et j'ai horreur de chantage, mais et il y en a trouvé une. Et cette femme, elle avait... Malheureusement, j'avais créé un site que j'aimais beaucoup, qui a été supprimé. Mais on avait le témoignage de cette femme qui expliquait que grâce à cette formation, elle était plus âgée que les autres. Elle avait 45-50 ans, les autres avaient plutôt 25-30.
Et elle avait réussi à gagner sa vie comme technicienne du son et que sa nièce faisait... Parce qu'elle disait, ça paraissait sérieux que Vivendi finance ce programme de formation. Donc, ce n'était pas un lieu de perdition, mais c'était un lieu d'acquisition de connaissances. Et ça, c'était des petits pas. Mais c'était chaque fois cette obsession de remettre les femmes au centre des choses. Ouais, c'est chouette. Le temps passe, du coup, je vais rebondir sur la suite de la table ronde et sur les dispositifs qui soutiennent les femmes entrepreneurs dans l'industrie musicale. Parce qu'aujourd'hui, la sororité et le mentorat jouent un rôle clé en renforçant leur légitimité dans un secteur encore largement masculin, comme on a pu le dire, malgré les nombreux freins à leur progression. Donc, parmi ces dispositifs, il y a le MEWEM France, qui est un programme pionnier qui, depuis 2018, accompagne les femmes et minorités de genre dans l'entrepreneuriat musical. Son objectif est clair: briser le plafond de verre en mettant en relation des professionnels expérimentés avec des entrepreneurs en devenir. Ce mentorat fondé sur l'échange, l'écoute et la transmission permet aux mentorés de gagner en confiance et d'accélérer le développement de leurs projets. Et donc, nous avons la chance d'avoir Narges ici parmi nous, qui est mentor de l'édition 2025. Est-ce que tu peux nous dire rapidement un petit mot dessus ? Ouais. Donc, tu as déjà très bien présenté MEWEM. Mais ce qui est hyper intéressant, en fait, c'est la pluralité des expériences qu'on a aujourd'hui au sein des mentors, des mentorés, les alumni aussi. Le réseau que c'est en train de créer, finalement, parce que c'est à la fois de la valeur, et c'est hyper important de le dire, ça crée de la valeur, et puis c'est des ressources extrêmement précieuses. Aujourd'hui, si vous avez des questions relatives à la création d'une entreprise et que vous savez pas comment faire, vous savez qu'il va y avoir une personne de MEWEM qui va pouvoir vous aider, vous orienter. Là, on a commencé tout récemment, mais typiquement, moi, j'accompagne une jeune femme sur un projet de média qui est basé à Bordeaux, parce que c'est ça aussi l'intérêt de MEWEM aujourd'hui, c'est que c'est pas uniquement Île-de-France, c'est un programme qui s'adresse à des femmes qui viennent d'un peu partout. Elle a déjà énormément progressé dans ses réflexions. Elle a fait beaucoup de réseaux en très peu de temps. Le réseau, finalement, c'est quand même aussi un truc hyper précieux. Et moi, je découvre des femmes qui travaillent dans des univers aussi très différents. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une chercheuse de l'IRCAM qui a plus des questions autour du son, qui va être là, qui est en train d'accompagner une jeune femme qui travaille justement autour de projets qui sont comment on va sonoriser des espaces. Alors, du coup, je m'attendais pas spécialement à avoir des profils aussi diversifiés. Je me disais, ça va être principalement très label, industrie. Et non, en fait, là, je vois des jeunes femmes qui créent des boîtes pour faire de la comptabilité, d'autres qui veulent créer de la valeur ici encore dans leur région, que ce soit la région basque, que ce soit le pays dont elles sont originaires. Et finalement, c'est un réseau qui se crée, c'est une source précieuse pour la suite, à la fois de nos carrières en tant que mentors, mais je pense pour les mentorés aussi, parce que il faut avoir des modèles autour de soi, je pense, pour pouvoir se dire que c'est possible et envisageable. Et puis, ça va aussi permettre d'aller plus vite, parce que toutes les questions qu'on est en train notamment d'adresser ici, c'est des sujets qui sont adressés de façon très, je sais pas comment dire, mais parfois peu officielle. Et parce que tu bois un verre, c'est l'apéro, et puis tu rencontres une des anciennes mentors qui te dit, bah tiens, je viens d'avoir un enfant, ouh là là, 3 mois là, c'est dur. Et en même temps, des trucs beaucoup plus formalisés, où ça va aussi faire lobby auprès des institutions, ça va aller chercher des financements, ça va travailler avec tout le monde, puisque le programme se déplace, que typiquement Marianne Robert, elle a fait partie aussi de MEWEM, et c'est la big boss de Sony aujourd'hui. Donc, je pensais pas, en fait, en acceptant, enfin, je connaissais MEWEM déjà, mais je pensais pas, en fait, que ça avait autant de valeur. Et ce mot, il est hyper important. Et que ça allait servir autant, je pense, l'industrie dans laquelle on évolue, et qui va continuer de progresser sur ces questions grâce à ce programme-là, et d'autres qui se sont créés aussi. C'est très important, et c'est ce dont parlait Pascal, c'est
faire sororité Mm. pour Ouais, avoir absolument. cette valeur-là. Ouais, ouais, ouais. Et qui puis après, vient il y a d'autres programmes, notamment, enfin, vous êtes jeune dans l'audience. Il y a Percé qui a été créé par Yousra notamment, qui est beaucoup plus jeune. Ce programme, c'est aussi, lorsque vous y accédez, beaucoup de cours autour de. Là, je parle principalement des choses liées à la musique parce que c'est le secteur dans lequel je travaille, mais du management, de la distribution, de la production. Ça permet de rencontrer des gens aussi parfois qui veulent juste faire la même chose que vous. Et c'est rassurant aussi parce que c'est des industries qui sont à la fois hyper attractives, mais qui sont très compétitives. Et on a toujours un peu de difficulté à savoir par quelle porte on va pouvoir entrer. Donc, c'est une façon de se familiariser avec tout cet environnement-là. Et encore une fois, de créer son réseau, quoi. En tout cas, de le continuer, quoi. Est-ce que Pauline, tu as quelque chose à rajouter sur ça Toi, avant tu de passer connais sur le Maïwenn? dernier Ouais. Je connais, je suis depuis un moment, je suis vraiment... enfin, j'adore cette initiative. Mais je sais plus, c'est créé depuis combien de temps? 2018. Ouais, c'est ça. Mais il y a eu Ça a vraiment vraiment pas pris de mal de... Ouais, l'ampleur. ouais, ouais. Ouais. Le chemin est pas mal. Ok, on va passer au dernier volet parce que ça fait déjà bientôt 1 heure qu'on papote. Ça passe vite quand on est en bonne papote pas. compagnie. Autant pour moi. Du coup, ce dernier volet, ça traitera la question de l'intersectionnalité. Je vais rappeler une petite définition de ces termes. C'est lorsqu'une personne subit des discriminations multiples et simultanées en fonction du genre, de la racialité ou encore de la religion. Plus particulièrement, dans le domaine du travail, il existe une réelle discrimination à l'embauche. L'INSEE parle d'une homéophilie ethnique sous-jacente, ce qui est une défiance indifférenciée de la part des employeurs à l'égard de tout candidat n'appartenant pas au groupe ethnique majoritaire. Donc c'est ce dont nous avons parlé. Avant de rentrer précisément sur ce point-là, ça nous semblait important avec mes collègues de parler aussi de la question de l'âge, L'agisme. de l'agisme et inversement, comment on est traité Chauvinisme. quand on est jeune. Si vous voulez dire un petit mot sur ça, parce que c'est vrai que nous, Au niveau de l'âge, c'est compliqué. Ouais. Parce que quand on sort de l'école, on est trop jeune. c'est Et ça. après, Et après, on est trop vieille. trop jeune. Et sans donc, il n'y a expérience. jamais de bon moment, C'est en ça, fait. trop jeune sans expérience, mais ou sexualisé aussi. Dans Oui. Hyper sexualisée. Complètement. Et plus tard, du coup, il y a la question de l'enfant Oui, qui comme se on pose disait tout à l'heure. et on peut perdre l'emploi, comme vous en avez parlé, et la question de l'agisme après qui se pose. Ouais. Je ne sais pas si vous avez... C'est ça. Tu veux... Non, pas spécialement. des expériences juste t'as peut-être une idée. personnelles que vous avez Ouais. vécues, des petites anecdotes Ouais. sur ce point-là. Bah, c'est sûr que quand tu commences, moi j'avais souvent le oh là là, mais t'es jeune, et t'es déjà en reportage, parce que je voyageais beaucoup dans le cadre de mon travail. J'étais reporter, donc je partais, et notamment beaucoup en Afrique, et je pouvais aussi bien être en Côte d'Ivoire que au Sénégal ou au Congo, enfin bref. Et il y avait beaucoup de questions autour de ça. Ah là là, mais une femme en reportage, bah ouais, super. Et puis, tout de suite, j'avais ces figures un peu protectrices qui s'érigeaient. On va t'aider, et on va porter ton matériel, etc. Voilà. Bon, après, parfois, c'était sympa, hein, mais il y avait quand même souvent ce truc un peu, quand t'es plus jeune, de oh, t'es le petit bébé, elle est mignonne, on va la prendre sous notre aile. Bon, parfois, ça aide un petit peu quand même, hein, parce qu'on apprend, puis on fait aussi de formidables rencontres, et heureusement, c'est pas tout le temps le cas. Et puis après, on se voit juste prendre de l'expérience, mais les gens nous voient vieillir. Et pour ma part, aujourd'hui, c'est souvent oh, mais t'as 42 ans, mais tu fais pas ton âge. Déjà, ça, c'est toujours le truc. Ben, pourquoi, en fait, si je le fais, enfin, regarde comment je te parle. Est-ce que c'est parce que je suis habillée d'une certaine façon? Est-ce que c'est parce que je travaille dans la musique? Et puis au quotidien, j'entends beaucoup des ouais, mais ça y est, nous, on est des darons, comme ils disent. Donc, faut prendre du sang neuf. Et tout ça, en fait, ça traduit un peu cette difficulté dont tu parles, quoi. T'as un mot à dire Moi, je sais pas spécialement, mais ce que je retiens
pour parler d'un autre genre musical que j'avais étudié, c'est la place des femmes chefs d'orchestre. Parce qu'on parle toujours de ces... On pense toujours que le classique est peut-être plus sympa, mais c'est pas du tout le cas. Pas du tout. Et cette idée de l'autorité qu'implique la fonction de chef d'orchestre. Et là, que tu sois jeune ou moins jeune, j'ai l'impression qu'il y a quand même des freins. Et ça, c'est la société dans laquelle on vit. Hein, qu'une femme puisse exercer une autorité sur un ensemble d'orchestres. Et si je vous demandais combien il y a de femmes en pourcentage de femmes chefs d'orchestre en France, vous me diriez quoi? C'est plus qu'en 95. Hein. Vous êtes un pessimiste. Non, ça bouge, ça bouge. C'est 18 ou 20%, quelque chose comme ça. C'est 10% en France et 5% dans le monde, et en moyenne. Et si, alors, j'ai relevé là, justement, je voulais vous le dire, en 2022-23, la part des œuvres composées par des femmes dans la musique dite savante, dans les programmations françaises, vous diriez combien? Non, c'est plus. 6%. 6,4. Cette fois, vous étiez trop optimiste. Dans le classique? Dans le classique. Et la part du temps de programmation accordée aux compositrices dans les programmes. 4%. Et en plus, on remet souvent les mêmes œuvres. Et ça, c'est quand même... Et ça, je trouve que ça n'avance pas beaucoup. Et du coup, cette idée d'être compositrice et donc de plus être muse pour inspirer les hommes, mais d'être créatrice, c'est quand même encore des choses qui sont rares. Et dans ces musiques-là, moi, je trouve ça terrifiant. Et même dans le cinéma, parce qu'on est sur la musique là, mais très souvent, j'ai assisté à des débats sur la place des femmes dans les industries culturelles, notamment... le Women's Forum, vous savez ce que c'est? C'est un lieu, c'est un peu le Davos femmes. C'est des grands rendez-vous internationaux économiques et j'avais eu l'occasion d'intervenir. Et je me souviens, la première fois, j'avais une femme de la chimie et une femme de chez Renault qui m'a dit « Ah, mais vous, c'est facile dans les industries culturelles. Vous n'avez pas le problème qu'on a. » Mais c'est vrai, c'est quand même beaucoup vu comme ça. Si je vous dis que dans le cinéma, il y a 10% des femmes qui sont compositeurs de musique de film, 11% des femmes qui sont directeurs de la photographie, 29% de scénaristes, 26% de réalisateurs. Combien il y a de femmes qui ont remporté la Palme d'Or? C'est très faible. Depuis la création du festival en 39, enfin, qui a été reporté en 1946. Ah oui, 2%. Non, le nombre. Là, non, mais j'en suis même pas là. Moi, je pense que c'est moins de 10. 4. Alors, qui dit moins de 5? Qui dit plus de 5? Moins de 10. Bon, 3. Ouais. Alors, non, mais ce qui est impressionnant, c'est que la première qui l'a eue, c'est Jane Campion, pour la leçon de piano. Elle l'a eue en 93, mais en ex-aequo avec un homme, au cas où. Voilà. Après, il y en a eu 2 de suite. En 21, Julia Ducournau pour Titane et Justine Triet pour Anatomie d'une chute en 23. Mais vous voyez, alors on peut faire comme ça, pareil pour les victoires de la musique, par les Césars. Donc, en fait, il y a un problème qui je ne sais pas si c'est l'âge ou pas, c'est quand même un problème de société et comme vous l'avez dit, de modèle. Moi, j'avais lancé une étude sur la place des femmes dans la musique et le cinéma en 2013. Le rôle modèle d'une chanteuse de la musique, on avait interrogé des enfants, c'était Annie Cordy. Non, mais elle n'a rien de mal, Annie Cordy. Mais c'était la personne connue, alors qu'ils étaient capables de citer des tas d'hommes dans les répertoires musicaux. Donc, en effet, comme dans la politique, comme partout, il faut des femmes en nombre. Et il y a des podcasts, et notamment il y a un podcast que j'avais écouté qui s'appelle B bémol comme si bémol, qui traite des chefs d'orchestre, qui est très intéressant. Et il y a une chef d'orchestre qui explique que bah non, moi j'ai eu ma place parce que je le mérite. Et il y a encore ces notions-là et c'est intéressant aussi de Mais les femmes chefs d'orchestre, je crois qu'elles sont obligées de créer leur propre orchestre pour être chef d'orchestre. C'est très rare qu'elles aient... Je crois qu'il n'y en a qu'une dans un orchestre national qui est dirigé par une femme. Sinon, elles créent leur propre, comme Laurence Equilbé, comme Claire Gibault, comme Zaya Ziwani. Et après, elles deviennent chefs d'orchestre. Exactement. Et il y a aussi cette notion-là. Moi, je travaille sur la place des femmes musiciennes dans le jazz. Je fais mon mémoire là-dessus. Et il y a aussi ça. C'est très compliqué. Pour être... en fait, elles ne sont pas appelées. Elles créent leur projet pour pouvoir être musiciennes. Et du coup, je me permets de rebondir
pour terminer cette table ronde, sur ces belles paroles, et revenir du coup sur la question d'intersectionnalité, si vous voulez aussi mettre d'autres types de discrimination raciale, comme tu as pu en parler, ou sexuelle aussi. Et pour conclure après, si vous le voulez bien, c'est de discuter pour vous, quel est l'avenir des femmes dans l'industrie de la musique, parce que c'est Ou dans une les question qui nous industries tenait à culturelles. cœur. Plus sur la question sur l'avenir. Ouais, bah, Ouais, ou celle d'avant là. peut-être avant, comme ça on Ouais. termine sur la question de l'avenir. C'était quoi avant? Si vous avez ressenti ces d'autres. différences, expérimenté d'autres types de discrimination raciale ou sexuelle ou autres, en plus du fait que vous soyez des femmes. Je réfléchis après, ouais, il y avait l'âge. Ouais, l'âge femme, ça fait déjà pas mal. C'est ça, c'est déjà... C'est déjà... Et ben, on peut... Oui, bah c'est ça aussi, oui, ça fait aussi, ça rajoute le mépris de classe aussi, c'est vrai. Et par ailleurs, l'accès, enfin, c'est ce que je disais, je le redis, parce que vous êtes à Paris 8, vous êtes dans une fac qui bouillonne et il y a plein de profils formidables. Moi, par exemple, on a la chance d'avoir une jeune femme dans notre équipe qui s'appelle Nina, qui est passée par Paris 8, mais qui derrière a dû retourner à l'EMI, qui est une école, voilà, parce que en fait, sans critiquer, sans taper sur quoi que ce soit, mais il y a on va dire des programmes qui sont parfois un petit peu plus identifiés et qui créent une barrière à l'entrée dans certaines entreprises. Il est vrai qu'on va avoir tendance à valoriser, à favoriser les profils qui sortent de grandes écoles aussi, dans le milieu de la tech, de la musique. Et du coup, c'est important aussi de dire qu'il y a d'autres façons de pouvoir, comment dirais-je, encore une fois, arriver là où vous avez envie d'aller, que ce soit en étant, par exemple, même MEWEM, hein, c'est possible d'être adhérent, sympathisant. Il y a aussi des actions qui sont menées, en tout cas par des jeunes qui gravitent dans l'industrie, que ce soit notre ami Pastel qui fait des camps. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent aussi permettre finalement d'essayer de trouver une porte pour rentrer dans ce milieu-là, quoi. Et les stages aussi, c'est super important. Et discrimination, si je pense à un truc, quand j'avais remarqué aussi quand je suis arrivée à Paris, parce que moi je viens de Bourgogne, il y a aussi la province versus l'Île-de-France. Où moi, quand j'ai commencé en stage, je faisais les allers-retours en train. Et en fait, j'avais un peu menti sur mon lieu de résidence pour avoir le stage. Et quand ils ont su, parce que sinon je l'aurais jamais eu, parce que voilà, les allers-retours c'était 2 heures de train et tout. Et j'en vois beaucoup actuellement qui postulent et qui mentent sur leur lieu de résidence parce qu'ils ont 1 heure de trajet, 2 heures de trajet. Et pour avoir le poste, ils mentent un peu sur leur lieu. Donc ça peut être aussi Complètement. Ouais, ça peut être aussi une discrimination auquel on pense pas vraiment, mais qui est quand même un peu ancrée. Ouais. Sur la disponibilité de la personne. Ça, c'est sûr. Et du coup, concluons sur quel est votre avis sur l'avenir des femmes dans l'industrie de la musique. Et qu'est-ce que vous nous souhaitez? Je sais pas. Déjà, il n'y avait pas ce genre de formation, moi, quand j'étais, il me semble, à l'école. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses qui sont activées dès la fac. En tout cas, c'était moins accessible. Moi, je regardais peut-être plus ce qui se passait au Canada, très bizarrement, parce qu'ils étaient vachement plus en avance. Si je dois parler de mon expérience perso, je voulais être plutôt ethnomusicologue, mais venant d'un quartier très populaire, j'ai pas fait le solfège, etc. J'écoutais du rap toute la journée, c'est autre chose, mais c'était très cool aussi. Et donc du coup, le seul endroit en fait où je pouvais presque raccrocher les wagons, c'était l'étranger, puisqu'en France, mon expérience, elle n'était pas valorisée comme il se devait. Donc j'ai envie de dire tant mieux pour vous, parce que en fait, depuis, ça a vachement changé. Il y a des métiers nouveaux qui se sont créés. Moi, le travail que je fais aujourd'hui, qui est plus celui de curatrice pour une plateforme de streaming, ça
n'existait pas il y a encore 10-15 ans. Donc l'avenir, il est quand même à bien des endroits, je trouve, encourageant, surtout qu'il y a de nombreuses initiatives dont on a déjà parlé. Et du coup, ça ne veut pas dire que ce sera peut-être plus facile pour vous, mais qu'en tout cas, les sujets seront peut-être plus évoqués. Et au-delà d'être évoqués, qu'il y a des actions qui se mettent en place, quoi. Je vous laisse répondre aussi. Vos 3 avis m'intéressent. Là où je te rejoins, c'est vraiment les formations. On voit qu'il y en a de plus en plus. Les actions aussi qui sont mises en place comme le Mewen ou je vois d'autres associations comme, je ne sais pas si vous connaissez More Women, Backstage ou On Stage, je sais pas. Ouais, Il y a les deux. ouais, c'est ça, il y a peut-être les deux. On voit pas mal d'assauts qui se créent, de mouvements. Je crois qu'il faut qu'on continue. Le côté réseau aussi, qu'on faisait pas beaucoup avant, il est plus qu'important aujourd'hui. Et voilà, continuer à faire des tables rondes comme ça. Et puis, pardon, je me permets aussi sur le côté, parce qu'on parle du mot réseau, mais on n'utilise pas le mot réseaux sociaux. Enfin, on n'a pas parlé de réseaux sociaux. Et c'est vrai qu'à votre époque, les réseaux sociaux, c'est genre juste hyper important. Et que, en fait, moi, je me rends compte que ça a joué sur ces dernières années un rôle hyper important aussi. Parce que comme on voulait pas me donner la visibilité que je pensais devoir avoir, bah, je l'ai prise. Et les réseaux, en fait, c'est l'endroit où finalement on peut... alors, les algorithmes, etc., on pourra en parler parce qu'ils sont aussi très misogynes et sexistes. Hein. C'est d'autres sujets, mais en tout cas, ça peut permettre aider, de se développer, de créer un réseau, de faire valoir aussi son expertise, son expérience, et de créer des choses et créer, encore une fois, ce mot, il est hyper important, mais de la valeur. Et toi, Pascal? Je pense que dans cette industrie qui était quand même l'une des premières à être bouleversée par les nouvelles technologies, par la révolution numérique, il y a d'autres chiffres qui sont alarmants. C'est l'absence des femmes dans l'intelligence artificielle, Ouais, ça, dans c'est les startups numériques, etc. J'avais des chiffres dans mon livre, mais c'est que j'ai découvert, c'est quand même effrayant. Donc, d'investir ces lieux-là, parce que en fait, maintenant, j'ai l'impression que c'est pas seulement la musique, mais aussi les moyens de distribuer cette musique. Donc ça, il faut avoir des compétences, je pense, pour être audible quand on a des propositions industrielles ou commerciales. De pas se laisser faire, parce qu'il y a quand même des remarques ou des comportements qui je parle pas de MeToo, je parle de simples comportements, même sur les... Savoir aussi combien sont payés vos collègues masculins pour dire pourquoi il y a une différence. Enfin, vraiment avoir beaucoup d'éléments et de travailler le plus possible en partageant des intérêts avec d'autres départements ou d'autres collègues pour pas être tout seul, parce qu'on est vite tout seul. Et je pense que ça, c'est des bons conseils, mais vraiment d'investir toutes ces nouvelles technologies, tout cet environnement numérique qui bouleverse complètement à la fois les stéréotypes, puisque l'intelligence artificielle ne fait que renforcer ces stéréotypes, et aussi affaiblit la diversité culturelle, puisque si je vous demande, j'arrête, hein, mais combien il y a de langues vivantes dans le monde qui sont reconnues par l'UNESCO, à peu près, dans le monde? 7000. Combien il y en a qui ont, combien de langues ont une validité juridique dans les accords internationaux? 1400. Combien il y en a qui circulent vraiment dans le cyberespace? Ça, c'est une dizaine. Une dizaine. Donc l'intelligence artificielle, pour faire très court, c'est des supercalculateurs qui s'exercent sur des bases de données. Or, les bases de données, elles sont essentiellement nourries par des contenus anglo-saxons ou occidentaux. Donc là, on voit aussi que la place des femmes créatrices dans les 55 pays d'Afrique, ou qui n'ont pas encore... En fait, elles sont rayées de la carte d'office, puisqu'elles ne remontent pas. C'est ce que ça s'appelle, si ça vous intéresse, c'est le concept de découvrabilité qui a été développé par les Canadiens. Voilà, vous connaissez ça. Et ça, il faut lutter aussi. Sinon, c'est une standardisation énorme. Et les femmes, à mon avis, vont être les premières victimes de ça. Donc, c'est vraiment cet environnement-là qu'il faut maîtriser, connaître et défendre le mieux possible. Ben, bravo. Encore merci à nos 3 intervenantes. Si vous avez des questions, c'est le moment.
revenir à ta question, enfin, à ton propos sur les enjeux de non-mixité. Enfin, c'est pas nouveau la non-mixité dans les milieux de la culture, mais est-ce que vous pensez que la non-mixité comme enjeu contemporain très récent, donc je pense au cours d'Ableton en non-mixité, au cours de mixage sonore en non-mixité ou même de musique, est-ce que vous pensez que ça va créer des futures générations de femmes qui travaillent dans la culture et qui peut-être occupent une place plus importante? Ça va peut-être un peu promouvoir les métiers de l'ingénierie du son chez nous. Oui, enfin, moi je pense que c'est hyper important parce que déjà, pour avoir eu envie plus jeune d'être ingé son, enfin, c'était le premier métier que je voulais faire et avoir regardé et m'être rendu compte qu'il n'y avait pas de femmes, tout de suite, ça m'a fait peur. En fait, je me suis dit comment je peux faire. Là où, en effet, quand on voit tous les programmes qui existent aujourd'hui, il y a Ableton, mais il y a aussi des trucs autour du DJing ou producer, etc. Il y a des choses qui sont faites pour ce qui est de la musique, en tout cas des camps même, comme on dit, avec uniquement des femmes qui vont travailler avec d'autres femmes. Ben, en fait, encore une fois, c'est à la fois on développe du réseau, on crée de la valeur et puis on rend ça possible pour d'autres qui vont peut-être moins se poser la question de est-ce que je vais pouvoir faire ça en fait. Et c'est là aussi que résident tous les enjeux dont on est en train de parler, c'est notre capacité à avoir été conditionnés pour faire certains travail, voilà, enfin certains jobs quoi. Et puis d'autres en fait, on n'était pas du tout, comment dirais-je, envisagés de facto, donc on les regardait même pas quoi. Et donc, du coup, là, on parle principalement de la musique ou des industries culturelles, mais je pense que c'est des enjeux qui existent à bien des niveaux. Et tu parlais aussi de l'IA et de justement toutes les questions autour de ces nouveaux métiers qui sont hyper importants aujourd'hui. Il y a aussi des initiatives qui existent aujourd'hui, des enjeux à avoir des femmes qui travaillent sur toute la question de la data et de la search et des algos, parce qu'en fait, ça va rendre tous ces sujets beaucoup plus accessibles et qui plus est aussi si on va avoir dans cette idée de voilà toujours de représentation des personnes racisées, on va notamment pour ce qui est des algos ou même de la façon dont on va utiliser un Ableton, des réflexions qui vont être hyper différentes. Moi, je me souviens de cette fois où j'avais parlé avec un producteur camerounais qui m'avait expliqué qu'en fait, les bases qu'il utilisait pour faire du son, il n'y avait aucun instrument qui venait de chez lui. C'est-à-dire que tout était fait par des Occidentaux pour que lui les utilise. Là où il y aurait pu y avoir à des endroits des réflexions autour de peut-être qu'on va aller chercher ces sons dans leur pays d'origine pour travailler finalement la richesse et cette matière et garder cette diversité. Donc, c'est hyper important pour moi d'avoir toujours ce truc de non-mixité à l'esprit à des endroits parce que c'est ce qui va permettre de pouvoir ensuite faire lobby à certains endroits ou en tout cas réfléchir autrement. Élisée ? Moi, j'aurais une question pour Pascal Tunneret. Je vais rester pessimiste. Néanmoins, moi, je suis très, très heureux de vous entendre parler justement de cette idée d'empreinte sur les esprits. Moi, je suis assez d'accord avec vous. Je pense même qu'il y a, au même titre qu'on parle d'une raréfaction des ressources naturelles dans la réflexion, je pense même qu'il y a une raréfaction des ressources culturelles et je défends ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup parce que c'est un sujet dont on parle peu. C'est vrai. Mais néanmoins, je trouve que. Alors, en fait, je me demande si dans votre proposition, telle que je l'entends, il n'y a pas une contradiction parce que, en fait, vous me parlez de la RSE et moi je vous suis et finalement, j'ai l'impression que c'est une proposition qui s'apparente aux politiques du welfare, en fait. C'est-à-dire une forme d'État-providence, avec l'idée que le bien-être social, c'est important et c'est susceptible aussi d'aider à maintenir la création de valeur. Le truc, c'est que ça a une histoire aussi. Et historiquement, ça fonctionnait bien, par exemple dans le contexte des 30 Glorieuses, parce que là, on avait des 30 Glorieuses et donc on pouvait se permettre de prendre une partie de la valeur qui était créée pour financer ces choses-là avec un effet vertueux. Mais aujourd'hui, et disons depuis la crise générale, depuis les années 70, etc., alors que ces politiques du welfare coûtent un volume de dingue, comme dirait l'autre, il y a un démantèlement de ces choses-là. Et si je comprends bien, vous, le discours qui est le vôtre, c'est de défendre l'idée
que les entreprises, finalement, devraient reprendre le flambeau d'une certaine manière, puisqu'elles devraient y voir leur intérêt. Mais je trouve que c'est leur donner beaucoup de crédit, quoi. Et je me demande s'il n'y a pas une limite. Alors, je pense. Réflexe. C'est tout à fait, c'est passionnant ce sujet parce que c'est pas qu'elles prennent le relais, c'est que de fait, le pouvoir économique aujourd'hui, il est immense et que dans plein de situations, il se substitue même, et c'est pas bien du tout, au pouvoir politique. Et ça, on le constate par la création de valeur, d'emplois, de richesses qu'ils créent. Et moi, je ne dis pas qu'ils vont être les bons samaritains qui vont distribuer de l'argent, parce que ça, je n'y crois absolument pas. Je pense que la RSE, c'est ce qui leur... bien construite, rigoureuse et sincère, c'est une démarche qu'ils ont intérêt, parce que, pour reprendre l'exemple de WA qui est simpliste, mais comment on détruit de la valeur si on ne comprend pas la société dans laquelle on vit ? Ça peut aller. Donc, c'est leur intérêt. Le sujet de la diversité culturelle. Moi, je me souviens, quand j'ai mis ça comme enjeu RSE, je peux vous dire que je me suis fait pas des amis au sein de l'entreprise qui m'ont dit « Si ça te passionne, va travailler à l'UNESCO, mais arrête de nous embêter avec tes données sur la diversité culturelle. » Jusqu'au jour où le directeur financier d'Universal Music, qui était un Américain, qui se demandait toujours si c'était bien la peine d'avoir tous mes statistiques sur les répertoires et tout ça, je lui ai dit, justement, il parlait des meilleures ventes dans ses présentations. Et il parlait que du rap. Et donc, il y avait 50 Cent à l'époque, Eminem, etc. Moi, je savais qu'on était numéro 1 du classique, numéro 1 des musiques de films, numéro 1 des musiques du monde, et rien. Donc, je lui dis, mais pourquoi ? Il me dit, mais laisse tomber, on parle des meilleures ventes, parce que nous, on fait du business. Et là-dessus, on a confronté nos statistiques. Et ce qu'ils ont conclu dans un périmètre de 59 pays, en moyenne, c'est que 60% des revenus d'Universal Music ne venaient pas de 50 Cent, ni d'Eminem, ni de Lady Gaga, mais ils venaient des talents locaux. Donc, mon histoire de diversité culturelle, ça veut dire que si, un jour, parce qu'à l'époque, c'était pas encore tous les réseaux, etc., mais ils arrêtaient d'aller dans les salles de concert, ils arrêtaient de repérer les talents locaux dans les petits cafés, etc., ils paumaient 60% de leur chiffre d'affaires. Et c'est ça, ma démarche. C'est jamais que c'est du welfare. Et que si ils s'apercevaient aussi que de bien rémunérer les artistes, c'était... Parce que ce que permet aussi la RSE, alors, on n'a pas le temps, mais c'est que la RSE aussi, vous liez votre activité aux droits humains. Donc, moi, j'y crois encore. Et les droits humains, c'est pas... Quand j'étais, par exemple, chez Vivendi, j'avais des tas de questionnaires sur les enfants. Bon, on a tous des questionnaires de 500 pages. Quand on est coté, on a beaucoup de questions. Et sur les enfants, j'avais « Faites-vous travailler les enfants ?» Non. Pratiquez-vous le travail forcé des enfants ? Non. J'avais que des trucs, que des droits humains, j'allais dire basiques et industriels purs. Et du coup, on avait 100% de la bonne note. Rien sur... Ben oui, puisque j'avais pas de questions. Quid des données personnelles ? Quid du harcèlement ? Quid des représentations des petites filles sur Instagram sexualisées ? Rien de tout ça. Et c'est ça qui m'a passionnée, moi. C'est que j'ai creusé ces projets-là en disant, si on fait comme si de rien n'était, 1, notre responsabilité peut être engagée. 2, on fait du mal pour les parties prenantes. Et 3, les sociétés peut-être plus soucieuses de ces sujets-là vont avoir peut-être un meilleur chiffre d'affaires parce qu'ils anticipent. Pour la presse, tout le cas de la désinformation, c'est terrible. Quand on voit des journaux comme Ouest France, j'ai pas d'action et je connais, mais j'ai étudié pour mon livre, c'est incroyable. Ils ont des principes de déontologie, l'éditorial. On dit aujourd'hui... Moi, je suis navrée de ce discours sur C8, etc. On dit « Ah, mais c'est terrible, on fait une atteinte à la liberté d'expression. » Mais ce que raconte C8, ce n'est pas de la liberté d'expression, c'est de la désinformation, c'est de l'incitation à la haine, à la discrimination et au non-respect de la vie privée. Ça, ce n'est pas la déontologie journalistique. Je suis désolée, je suis peut-être un peu vieux jeu, mais un journaliste, ça respecte un code de déontologie, ça a une carte de presse en fonction d'engagement, de ne pas dire des fausses actions, de ne pas dénaturer les faits, de ne pas plagier, de pas discriminer, de pas, etc. Sinon, on n'est pas journaliste. On est un réseau social qui n'est pas régulé. Ce que je veux dire, c'est que tous ces métiers, en fait, ils ont les outils que leur provoque la RSE et qui lient leur sujet aux droits humains. Moi, il y a un combat que j'ai par rapport à la rémunération des artistes, où on dit « Ah ben non, la musique, c'est gratuit, etc. » Mais c'est pas vrai. L'article 27 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, que
vous connaissez peut-être pas, mais où il y a des droits humains, où il n'y en a pas. C'est tout artiste doit être rémunéré. C'est un droit humain. Et par définition, les droits humains sont universels, imprescriptibles et liés entre eux. Donc on ne peut pas aller au supermarché en disant je prends ce droit humain-là et puis je prends celui-là. Non. Et ces industries culturelles, elles ont des droits humains. Elles ont le droit à une information de qualité, elles ont le respect des femmes. Et donc ça, pourquoi on ne leur oppose pas? Parce qu'on leur dit mais vous, la RSE, donnez-moi votre bilan carbone et ça ira très bien. Et c'est ça, je trouve qu'on perd. Et aussi pour leur vision du monde. Moi, ce que je regrette profondément, c'est qu'aujourd'hui, je continue à être invitée dans des tas de colloques sur le développement durable. Il n'y a pas le mot culture. Vous faites CTRL F sur les programmes. Au mieux, vous trouvez agriculture. Il n'y a pas culture. Non, mais comment on vit dans un monde où on ne parle pas de culture? Je suis désolée. Demain, j'ai plus de liberté d'expression et j'ai plus de contenu artistique. Je meurs, même si ma planète, elle est verte. Donc, en fait, ces sujets-là, il faut les mettre. Et les industries culturelles ont leur mot à dire sur leur vision du monde. Et justement, sur la diversité culturelle, parce que maintenant, la diversité, et j'ai rien contre la section sur l'intersectionnalité, mais Netflix a 100 pages sur binaire, pas binaire, blanc, noir, Asie, Afrique, et c'est intéressant. Moi, ma question, c'est comment Netflix prend possession de son pouvoir d'influence pour représenter dans son œuvre de cinéma les récits imaginaires de tous les continents. Et c'est ça quand même qui peut nous ouvrir l'esprit, surtout dans ce moment de repli populiste qu'on vit quand même, qui est très impressionnant. Donc c'est ça, cette empreinte cérébrale qu'on doit demander. Et c'est pas abstrait, c'est « Ah, vous êtes dans tel pays, puis-je vous demander combien d'argent vous investissez dans tel talent? Puis-je vous demander combien d'argent vous investissez dans les réalisatrices femmes ?» Ce que j'ai fait pendant 15 ans. Et seulement, ça ne prend pas, je ne sais pas pourquoi. Et finalement, la côté écologique, qui encore une fois est indispensable, en fait, empêche les autres de parler de leur propre responsabilité. Il y a des résolutions sur le climat maintenant dans les assemblées générales d'actionnaires. Et c'est très bien qu'on demande à Total. Moi, je voudrais qu'on demande aux groupes de médias des résolutions sur l'accès à la formation de qualité. Non ? Mais voilà. Et c'est ça qu'il faut creuser. Parce qu'il y a une urgence, je trouve. Pardon. Je vous propose, soit vous voulez là qu'on fasse les questions, mais il reste 30 minutes. Ah oui, après, il y a le petit buffet. Donc, Non, c'est hyper intéressant. Non. Je veux pas mettre de pression. Est-ce que vous voulez qu'on fasse les questions maintenant ou qu'on discute tous au bord d'un verre, là, comme il y a le buffet pour pas... Oui, ouais, allez. Une dernière. Moi, c'était plus une question pour vous, Pauline, pour rebondir un peu sur ce que vous avez dit, Narges, sur le fait que vous avez créé un chart uniquement féminin. Je me demande si vous, par exemple, dans la programmation au Stade de France, vous prenez en compte, en tant que femme, un peu les questions de parité sur la programmation. Forcément, je les ai dans la tête au quotidien, dans nos choix, enfin voilà. C'est sûr que ça fait partie intégrante. Enfin, de toute manière, même si j'allais dire déjà inconscient, et puis même, forcément, c'est des questions qu'on aborde, on se demande... Voilà, s'il y a assez de femmes artistes représentées, quand il y a un peu trop... Enfin, voilà, on est obligé de... C'est vraiment quelque chose que je prends en compte dans la programmation. Une petite dernière question. Une dernière question. Je pense que c'est aussi une question qui est dans l'air du temps. Mais peut-être que je m'adresse à Narges et à Pauline, notamment dans l'axe éditorial et dans leur petite programmation. Mais comment vous vous placez notamment par rapport à ça, quand les artistes que vous programmez sont accusés de VSS? Nous, c'est un sujet qu'on prend hyper au sérieux, c'est-à-dire que c'est pas du tout des choses avec lesquelles... comment dirais-je, c'est difficile de ne pas être responsable justement sur ces questions. Et du coup, à notre niveau, on a plusieurs façons d'agir. On a déjà un comité éditorial qui permet de discuter ces sujets qui sont des sujets qui prennent beaucoup de place aujourd'hui dans la vie de la musique, quoi. Et après, on a plein de façons d'agir, c'est-à-dire que ça peut aller du retrait des playlists éditoriales
au ban de l'algo et de la search, ce qui est quand même une sentence assez costaud finalement, parce que ça veut dire que tu vas arriver, tu vas chercher le nom de l'artiste et puis tu vas plus le trouver, ou qu'il va plus être recommandé. Typiquement, je sais pas, est-ce que tu vas recommander aujourd'hui P. Diddy à des users qui vont écouter un artiste similaire, et ensuite il peut y avoir, même si le titre par rapport à ce qui peut être évoqué va trop loin par rapport aux règles qui sont mises en place, il peut y avoir un retrait de la plateforme. Après, ce sont des actions qui sont quand même plutôt, on va dire, fortes. Donc, ça peut pas être pris à la légère, ça peut pas être fait sur toutes les histoires qu'on entend dans l'espace médiatique. On prend très au sérieux la parole des victimes. C'est en tout cas des sujets avec lesquels il faut travailler au quotidien et qu'il faut prendre en compte dans ce qu'on va faire aujourd'hui en tant que curateur et curatrice. Voilà. Quand j'étais côté plateforme, enfin plutôt côté distributeur, c'était aussi quelque chose qu'on prenait très au sérieux, de pas mettre en avant, enfin voilà, de pas pitcher aux plateformes des artistes voilà, où il y avait des histoires comme celle-ci. Et quand je suis arrivée au Stade de France, il y avait déjà Rammstein qui était programmé. Et les histoires ont éclaté au moment où en fait le concert était déjà vendu. Moi, je suis arrivée en tout cas quand c'était déjà programmé. Ça a été un gros débat. C'était des grosses discussions en interne quand ça a éclaté, je sais plus, 2-3 mois avant le concert, de déprogrammer, d'annuler le concert. C'est des grosses décisions. Voilà, ça a été grosse discussion avec le producteur, de bras de fer, pour qu'au final le concert ait lieu et de se dire, voilà, le procès n'est pas passé. Mais ça a suscité de nombreux débats, que ce soit du côté salle et du côté producteur. Donc, c'est des questions qui sont vraiment prises au sérieux et qui sont évidemment pris en compte là dans la programmation. On est obligé on peut pas mettre ça de côté comme si on n'entendait rien, quoi. Ça qui est un petit peu... Après, en fonction des histoires, sans vouloir faire de gradation, parce qu'il n'y a pas de gradation, mais il y a d'autres questions aussi hyper importantes qu'on n'entend pas beaucoup dans l'espace médiatique, mais c'est la question de la réhabilitation. Est-ce qu'on a le droit à une réhabilitation si oui, dans quel... Et c'est tellement, en fait, comment dirais-je, c'est des sujets presque philosophiques, en fait, qu'il faudrait, en vrai, à un moment... il faut arrêter de tourner autour de ça, c'est-à-dire que on est aussi dans une époque où on dénonce et c'est bénéfique parce qu'il faut que la parole se libère et c'est hyper important et ça permet de sensibiliser là-dessus et c'est très difficile et on a besoin de ça, mais on a aussi besoin de se poser des questions sur la réhabilitation, oui, non, pourquoi, comment. Donc c'est aussi des sujets qui sont... comment dirais-je, qui vont de pair avec ces questions-là, quoi. On peut pas faire une partie, comment dirais-je, on peut pas juste s'intéresser à une partie de l'équation, si je peux dire ça comme ça, quoi. Merci beaucoup, on applaudit encore.